Au niveau des questions internationales, je débute cette année, donc je ne suis pas encore tout à fait au point, mais ça va venir. Le prix de la vocation scientifique, nous avons trois personnes en fait qui vont présenter leurs travaux. Une, euh, une personne, Mme Gourla, qui est en distanciel, qui interviendra la première. Madame Garin-Sandrine en présentiel et Madame Focaterles Sabrina qui sera aussi avec nous. Nous avons donc trois personnes. Pour voter en fait pour le prix de la vocation scientifique, j'ai commencé à préparer des petits papiers que je vais faire circuler. C'est assez simple. Un, deux, trois. C'est pas par SMS et c'est pas surtaxé. C'est un petit bout de papier que vous avez, que vous préparez ou que vous prenez dans l'enveloppe que je vais faire passer. Et il y aura une urne à la sortie de l'amphi pour que vous puissiez le déposer. Et puis vendredi sera remis le prix de la vocation scientifique. Donc le prix de la vocation scientifique, le jury est présidé par René Clarisse, un président de la Société française de psychologie, et par Lucie Bonnefoy, qui est chercheuse et professeure à l'Université de Nantes et qui a obtenu le prix de la vocation scientifique. Le prix de la vocation scientifique, c'est aussi l'occasion pour les personnes d'aller présenter leurs travaux au congrès de l'Association internationale d'orientation scolaire et professionnelle. Donc le dernier, la dernière personne à avoir eu le prix de la vocation scientifique devrait le faire à Séoul en distanciel en décembre. Et puis, pour les personnes ici présentes, eh ben, ce sera lors du prochain congrès qui aura lieu, on ne sait pas où pour l'instant. Séoul cette année, oui, mais c'est le précédent qui ira à Séoul. Donc, madame, alors, les personnes ont 15 minutes pour présenter leurs travaux, puisque ensuite, à 18 heures, il y a aussi un temps de réunion avec les organisations. Donc, elles ont un temps court, un quart d'heure. C'est un exercice difficile. Donc, voilà. Bonjour, madame Gourla. Alors, on va pas tarder à vous entendre, je pense. Madame Gourla? Oui, est-ce que vous Oui, très m'entendez? bien. Haut et Ah, clair. parfait. C'est parfait. Très bien. Donc, vous allez pouvoir commencer. Je vous ferai un signe quand il restera 5 minutes au Oui. niveau de la présentation. Et puis voilà. Donc, je vous laisse présenter vos travaux. Vous voyez mon écran, c'est tout bon? Oui, 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 on voit l'écran. Très bien. Alors, je commence. Alors, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Elsa Gourla. Je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie depuis 3 ans et depuis 2 ans, doctorante en psychologie au laboratoire SCOT de l'université d'Albi. Et donc, je travaille sur une problématique qui fait le lien entre mon parcours professionnel et mon parcours plutôt recherche, qui était voilà, de vouloir essayer de travailler sur des thématiques de terrain et qui est donc la thématique du handicap. Donc, moi, je travaille sur l'effet d'un entraînement des fonctions exécutives sur les capacités d'estimation du temps chez des enfants qui sont porteurs de déficiences intellectuelles légères idiopathiques. Voilà. Alors, pour reprendre un petit peu l'objectif général de mon sujet de recherche, donc nous, on travaille sur la déficience intellectuelle et plus spécifiquement sur la perception du temps, l'estimation des durées. Donc, effectivement, la déficience intellectuelle, c'est une pathologie qui touche de nombreux enfants. Ce sont des enfants qui ont des difficultés à suivre une scolarité classique. Ils sont souvent intégrés dans des établissements de santé comme des IME, pardon, ou bien dans des classes spécialisées en école, des classes ULIS notamment. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de dire comment est-ce qu'on peut aider les professionnels, aussi bien dans le milieu scolaire que dans le milieu de la santé, pour la prise en charge de ces enfants. Et donc, nous, la porte d'entrée pour aider ces enfants, c'est donc l'approche cognitive et donc la perception des durées. Donc, quels sont les déficits temporels et comment est-ce qu'on peut proposer des outils de prise en charge qui permettent de faciliter le quotidien de ces enfants.
Donc, pour reprendre un petit peu un état des lieux sur la déficience intellectuelle, donc la déficience intellectuelle, c'est une pathologie, c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche 1 à 2% de la population et qui, malgré sa forte prévalence, comporte très peu d'études sur le sujet. C'est dans 40% des cas des formes idiopathiques, c'est-à-dire dont on ne connaît pas l'origine. Nous, on s'est focalisé sur ces formes-là, puisque d'un point de vue très scientifique et expérimental, ça nous permet, lorsqu'on met en évidence des déficits, d'être bien sûr d'évaluer les causes de la déficience et non pas les causes des formes génétiques et des aspects génétiques qui sont en jeu dans la déficience. Donc, d'un point de vue définition, donc, il existe différentes définitions, mais il y a 3 critères principaux sur lesquels les instances de santé s'accordent, qui sont donc l'existence d'un trouble du quotient intellectuel, inférieur à la moyenne. Et dans le cas de la déficience intellectuelle légère, on est donc sur un QI compris entre 55 et 70. Des troubles du comportement adaptatif. Donc, ça correspond à des difficultés dans les différents domaines du quotidien, aussi bien sur le plan social, cognitif que professionnel. Et un aspect développemental, puisque l'apparition de ces troubles se fait durant la période de l'enfance. Donc, le tableau clinique, donc les difficultés que ces enfants rencontrent, on a des difficultés dans les différents domaines du quotidien. Donc, les habiletés pratiques, sociales et conceptuelles. Donc, au niveau de la déficience des formes légères. Donc, nous, on a choisi aussi ces formes légères parce qu'elles comportent moins de troubles cognitifs et que de la même manière, d'un point de vue expérimental, c'est plus facile d'identifier ce qui est dû à la déficience et non pas aux troubles associés ou aux difficultés ou aux aspects génétiques. Donc, dans le cadre de la déficience légère, donc au niveau conceptuel, on est effectivement sur des techniques de résolution de problèmes qui sont très primaires, qui correspondent souvent à celles d'enfants plus jeunes. Au niveau social, on est sur de nombreuses difficultés sociales dans les rapports avec les autres, dans la détection des émotions, dans la compréhension, dans le raisonnement. Et au niveau pratique, on est effectivement sur des enfants qui, aussi bien sur le milieu scolaire que lorsqu'ils évoluent vers l'âge adulte, qui ont des difficultés à s'adapter au milieu scolaire classique ou à des emplois qui nécessitent de nombreuses exigences. Donc nous, on s'est centré effectivement sur la partie conceptuelle, puisque moi, c'est un petit peu ma spécialité. Et donc, on s'est intéressé plus particulièrement au déficit des fonctions exécutives et au déficit d'estimation des durées. Donc, pour vous expliquer rapidement, j'ai mis quelques modèles théoriques, mais voilà, je vous explique ça simplement. Donc, les fonctions exécutives, ce sont des fonctions cognitives de haut niveau qui, en fait, sont impliquées dans la mise en place de comportements dirigés vers un but. Donc, elles sont modélisées à travers de nombreux modèles dans la littérature, et c'est vrai que le principal, c'est le modèle de Miyake, qui identifie 3 fonctions principales. L'inhibition, c'est-à-dire la capacité à sélectionner les informations sans se faire happer par les interférences. La flexibilité, qui est la capacité à alterner entre 2 états mentaux ou 2 tâches cognitives. Et la mémoire de travail, qui est la capacité à maintenir en mémoire les informations dans une tâche en cours. Donc, ce sont des fonctions qui sont impliquées dans le quotidien des enfants, que ce soit aussi bien sur le plan scolaire que sur le plan du quotidien. Quand on demande à un enfant d'aller se laver les dents, de se mettre en pyjama et puis d'aller se coucher, il est obligé de récupérer des informations, d'alterner entre différentes tâches, de les maintenir en mémoire pour pouvoir réaliser ce comportement. À l'école, c'est pareil. Quand on est en maths et qu'il faut faire des additions, il faut récupérer les informations, les maintenir en mémoire pour pouvoir fournir une réponse adaptée. Donc, on sait qu'il existe dans la littérature chez l'enfant typique une courbe développementale, c'est-à-dire une évolution de ces fonctions exécutives avec l'âge. Donc, les enfants plus jeunes sont moins performants que les enfants plus âgés. Et on a mis en évidence effectivement qu'il y avait un développement différentiel selon ces 3 types de fonctions exécutives. Et donc, comme je vous le disais, plusieurs travaux ont mis en évidence des troubles des fonctions exécutives dans la déficience intellectuelle légère. Et plus récemment, on a mis en évidence un lien entre les fonctions exécutives et les fonctions temporelles. Les fonctions temporelles, donc par exemple, on va typiquement demander à un enfant, voilà, combien de temps il met pour se laver les dents. Nous, c'est quelque chose, ça dure 3 minutes, c'est quelque chose qui est ancré en nous, dont on a l'habitude au quotidien. Mais en fait, ça met en place de nombreux processus cognitifs qui sont plutôt implicites et inconscients. Et notamment, ça implique des fonctions exécutives, sélectionner une information, la maintenir en mémoire. Et donc, ces liens ont été récemment étudiés et peu investigués encore, d'où nos travaux actuels. Donc, nous, on défend 3 hypothèses à partir de ces aspects théoriques. Donc, la première, c'est l'existence d'un trouble des fonctions exécutives et temporelles
chez les enfants qui sont porteurs de déficience quand on les compare à des enfants typiques qui n'ont pas de difficultés. Une hypothèse développementale, c'est-à-dire l'évolution de ces difficultés en fonction de l'âge, et ce de manière différée. Nous, ce qu'on imagine, c'est que les enfants qui sont porteurs de déficience, ils vont avoir un décalage de cette courbe développementale et donc que leurs performances seront comparables à celles d'enfants plus jeunes. Et enfin, on a une hypothèse médiationnelle, c'est-à-dire une hypothèse explicative. Nous, ce qu'on imagine, c'est que les difficultés temporelles qui sont repérées par les professionnels dans les établissements de santé, parce que voilà, je ne sais pas à quel point je voulais préciser, mais les difficultés temporelles au départ, c'est rapporté par les professionnels dans les établissements scolaires, les établissements de santé. Il n'existerait donc pas des difficultés temporelles en tant que telles, mais bien des difficultés au niveau exécutif, donc au niveau cognitif de plus haut niveau, qui se répercuteraient sur l'estimation du temps. Donc, à cet effet, nous, on a choisi de créer un protocole original puisqu'il tient compte de l'ensemble des spécificités de la déficience intellectuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des enfants qui vont avoir des capacités de compréhension limitées, qui n'ont pas toujours accès au langage et qui vont avoir de gros troubles de la motivation, de l'initiation, qui fonctionnent énormément avec de l'étayage affectif, émotionnel et surtout dans les relations duelles. Et en fait, dans la plupart des protocoles de recherche sur la déficience, on n'a pas une prise en compte de ces spécificités. On leur propose des tâches cognitives qu'on proposerait à des enfants typiques sans trouble du développement. Et donc, on n'a pas des études qui sont adaptées et qui nous permettent d'avoir des résultats qui témoignent de réelles difficultés, puisque souvent, on se demande si l'enfant a compris la consigne, a été en capacité de tout simplement comprendre la tâche qu'on lui demandait de faire. Donc, nous, on a créé un protocole informatisé à partir de tâches existantes qu'on a adaptées en fonction de ces difficultés-là. Donc, c'est des tâches qui étaient déjà adaptées aux enfants, parfois à la déficience, notamment pour les tâches temporelles, mais qu'on a dû, nous, adapter en fonction de ces spécificités. Donc, on a un premier bloc de tâches qui évalue donc les fonctions temporelles. Donc, deux tâches, une tâche plutôt motrice et une tâche qui implique plutôt de la mémoire. Et une tâche de vitesse de traitement de l'information pour vérifier que nos résultats ne sont pas liés à cette fonction-là et bien à des fonctions exécutives. Je ne vais pas vous détailler toutes ces tâches, hein, je les ai plus détaillées après en annexe si jamais il y a des questions. Et ensuite, on a donc choisi d'évaluer les 3 fonctions exécutives décrites par Miyake avec donc 3 tâches différentes. Ça, c'est pour des raisons méthodologiques. On sait très bien qu'une tâche qui évalue une fonction exécutive, c'est très difficile. Et donc, on multiplie les tâches afin de vérifier qu'on évalue bien la bonne fonction exécutive, la chose de la bonne manière. Donc, de la même manière, on a adapté toutes ces tâches à des enfants qui sont porteurs de déficience et à des enfants donc âgés de 7 à 20 ans. Donc, il fallait aussi qu'il y ait une adaptation en fonction de l'âge. Donc, pour des raisons liées aux conditions sanitaires, bien sûr, notre étude a été un petit peu retardée dans le temps. Et là, pour des raisons de timing, je vais vous présenter uniquement les résultats qu'on a obtenus concernant la mise à jour en mémoire de travail. Donc, ce sont des premiers résultats parce qu'il y a beaucoup d'études complémentaires qui vont être réalisées par la suite. Mais voilà, c'est un premier état des lieux qui nous permet d'avoir une petite idée de ce que ça va donner. Donc effectivement, concernant notre hypothèse comparative de dire qu'on a bien un trouble des fonctions exécutives et temporelles, c'est effectivement ce qu'on a observé. Donc on a utilisé des indices pareils temporels qui sont assez spécifiques et qu'on calcule de manière précise que je vous présente pas ici, mais que je peux vous présenter tout à l'heure si besoin, qui nous ont permis de mettre en évidence effectivement que tous nos participants porteurs de déficience intellectuelle sont moins performants que nos enfants typiques à Paris en âge, aussi bien sur la mise à jour en mémoire de travail que sur les performances d'estimation du temps. Ensuite, concernant notre hypothèse développementale, donc est-ce qu'on a bien les performances qui augmentent avec l'âge et un décalage dans le temps de cette courbe développementale chez les enfants porteurs de déficience intellectuelle? Effectivement, on a observé que nos participants étaient de plus en plus performants avec l'âge et on n'a pas d'effet d'interaction, on a bien des courbes parallèles comme dans nos hypothèses qui nous montrent bien qu'on a un décalage dans le temps de cette courbe développementale. Et enfin, concernant notre hypothèse médiationnelle, donc l'existence de liens entre nos différentes fonctions cognitives. Donc, on a d'abord fait des analyses corrélationnelles pour montrer qu'il existait des liens entre la mise à jour en mémoire de travail et les fonctions temporelles. Et on a bien observé des corrélations qui montrent, des corrélations négatives qui montrent bien que nos participants sont plus performants, les performances en mémoire de travail sont bien corrélées avec les performances en estimation du temps. On a également réalisé des ANCOVA afin de vérifier si on contrôle les performances exécutives, si on enlève ces facteurs-là, est-ce que nos effets
sur les performances temporelles disparaissent. Ce qui nous permettrait de montrer qu'effectivement, il y a bien un lien entre les deux. Alors que si on a toujours des troubles temporels lorsqu'on contrôle les performances en mise à jour dans mémoire de travail, on imagine effectivement que c'est un autre facteur qui impacte. Et effectivement, lorsqu'on contrôle le niveau de mise à jour en mémoire de travail, les effets qu'on observait ici disparaissent, ce qui nous permet de bien nous rendre compte que voilà, quand on enlève la mise à jour en mémoire de travail, on n'a plus de difficultés temporelles. Donc il y a bien un lien entre ces deux corps de fonction cognitive. Pardon. Il vous reste 4 minutes. Parfait. J'arrive à ma dernière diapositive. Donc, effectivement, les résultats préliminaires qu'on a observés sont bien cohérents avec ce qu'on a observé dans la littérature pour les sujets typiques. Donc, il n'y avait pas d'études développementales qui ont été faites chez l'enfant déficient, aussi bien pour les fonctions exécutives que temporelles. Mais pour les enfants typiques, on a ces données-là et on a bien reproduit les mêmes courbes. Ensuite, vraiment, l'objectif de cette étude, c'était de pouvoir pallier de fournir une première étude qui tenait compte de toutes les limitations méthodologiques qui existent dans la littérature, à savoir des échantillons qui sont très hétérogènes avec des déficiences de différentes formes, des troubles associés, des syndromes génétiques qui sont mélangés et qui ne nous permettent pas de savoir vraiment qu'est-ce qui est lié à la déficience et qu'est-ce qui est lié parfois à d'autres facteurs. Donc vraiment, c'était de proposer une étude qui tenait compte de ces difficultés-là et puis une étude aussi qui était vraiment spécifique à notre population parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des travaux réalisés dans ce champ-là ne tiennent pas compte des spécificités, des difficultés de compréhension, des difficultés d'accès au langage et on voulait vraiment pouvoir proposer ce travail-là. Ensuite, donc c'est un travail qui est réalisé en convention avec l'AGAPI, qui est donc une association qui essaye de faciliter justement le quotidien de ces enfants porteurs de déficience, aussi bien dans les milieux scolaires que les milieux de santé. Et c'est eux qui nous ont permis l'accès aux établissements de santé pour pouvoir recruter tous nos participants. Donc en fait, ce que je vous ai présenté là, c'est donc la première partie de mon travail de thèse, qui nous a permis donc de réunir un panel de 189 participants, ce qui est plutôt très conséquent et qui nous a fourni énormément de données pour le moment. Et l'objectif de la deuxième partie, qui est donc la partie qui vous intéresse aussi le plus aujourd'hui, c'est du coup la création à partir de ces données d'un outil de rééducation. Un outil de rééducation qui serait à la fois, qui serait à nouveau spécifique à cette population, spécifique au handicap et qui pourrait être saisi aussi bien par les professionnels de santé que par les parents, que par les enseignants. Et l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose. Donc, à l'heure actuelle, c'est encore à l'état de projet puisque nous, on est sur la partie création, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on mène des entretiens semi-directifs avec différents professionnels de santé, des enseignants, des parents, afin de définir quel serait l'outil idéal. L'objectif, c'est pas de créer un outil pour créer un outil, de dire qu'on fait de la rééducation pour faire de la rééducation, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire pour que ces enfants ils puissent réussir à suivre en classe et qui puissent être mieux intégrés dans les milieux classiques et quel outil va permettre à tous les professionnels de s'en saisir et tenir compte en fait des spécificités de cette population qui est très particulière. Et donc, c'est ce qu'on va pouvoir créer à l'heure actuelle. Et la première partie de cette étude était très importante pour pouvoir définir quelles sont spécifiquement les difficultés, qu'est-ce qui nécessite d'être entraîné spécifiquement et quelle population pourrait le plus en bénéficier. Là, on est aussi sur le choix de la tranche d'âge la plus adaptée pour pouvoir proposer un tel entraînement. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Merci bien. Très bien. Je vous remercie. Et puis, Madame, vous voulez aller où? Là. D'accord. En fait, Jean-François m'a dit je vais là, je clique là et bim. Voilà. Donc, en fait, je suis juste là. Voilà. Je vais peut-être prendre. Je vois pas mon truc. Ok. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Alors,
Bonjour, et puis merci déjà dans un premier temps. Voilà, donc je suis Sandrine Garin. Je me propose de vous présenter mon projet, enfin ma thèse en fait, avec une codirection Valérie Cohen-Scali et Katia Thériault. En préambule, une présentation. Je suis psy-EN, rattachée, et ma collègue peut l'attester, au CIO Avranches. Vive la Normandie. Dans une vie antérieure, j'étais administrateur culturel et j'ai une maîtrise de philosophie politique, ce qui donne certainement une coloration à ma thèse. Ma thèse se propose d'investir donc le PIA, puisque c'est aussi mon financeur. Projet d'investissement à venir, 3, donc c'est en Île-de-France. Et nous sommes à la fin de ma première année de doctorat. La thématique, la gentilité, le choix d'orientation. Normalement, ça va vous faire écho à tellement de choses qui ont été dites cet après-midi. Je pars. La slide 1 est déjà assez évocatrice. Eh bien moi, Monsieur Guichard, je fais ce qui a été dit, donc de bien prendre appui sur les définitions qu'a ratifié le Conseil de l'Union européenne en 2008, à savoir donc l'orientation serait un processus continu qui permet aux citoyens, et je dis bien aux citoyens, à tout âge, tout au long de leur vie, de déterminer leurs capacités, leurs compétences, leurs intérêts, de prendre des décisions en matière d'éducation et de formation, et puis aussi de gérer leur parcours de vie personnelle. Et parce que ça évoque la citoyenneté, ça fait évidemment écho à ce que vous avez dit, Monsieur Guichard, en 2008, à savoir ce qu'on évoque par la démarche éthique, soit une véritable réflexion qui permettrait de placer en fait le souci de l'autre indéterminé, et finalement ce qui entre parenthèses est le plus important, et du bien commun au centre de la réflexion de l'individu sur l'orientation à donner à son existence. Le problème, c'est que le rapport de l'IGCR de 2020 rend compte que la famille reste, et on le voit dans nos CIO, ça reste en fait notre référent pour l'orientation. L'enfant, il parle avec son parent pour choisir son orientation. Il y a aussi l'autorité parentale, vous me direz. Alors, dès lors, comment produire un choix citoyen lorsque l'individu ne s'appuie que sur les conseils de sa famille ? La démarche éthique voudrait donc, par rapport à la personne qui choisit, de choisir donc de façon éthique, en prenant en considération l'autre indéterminé, et surtout indéterminé, à savoir ne pas choisir en fonction de l'autre membre de famille, un père agriculteur qui aurait tellement envie que son fils reprenne ses terres, une fille d'un médecin, un médecin qui aimerait, un papa qui aimerait tellement qu'elle reprenne sa patientèle. Uri Bronfenbrenner est un socle important dans mes travaux, puisque ça vient vraiment poser cette question-là, effectivement, de l'individu. Ce n'est pas l'individu tout seul qui choisit tout seul son projet d'orientation, il est bien au cœur de différents types de systèmes. Bronfenbrenner parle d'écosystème. Un écosystème avec différents types de systèmes, des microsystèmes, et puis après des exosystèmes, et puis après des macrosystèmes. De loin en loin, une influence qui va toujours être impactante, mais de manière plus invisible. Seulement, on voit aussi dans le mésosystème, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, avec les flèches, c'est en fait les interactions entre les différents systèmes. Et l'individu n'y a pas vraiment sa place. Pourtant, l'individu, qui est bien au centre, il est frère, il est ami, il est voisin. Alors, il fait partie aussi de tous ces systèmes. Concentrons-nous maintenant, au fur et à mesure, vers le champ de l'orientation, notre champ à nous tous. Patton et McMahon évoquent un système thérapeutique. Elles appellent ça aussi un système ouvert, où le counselor et le client, chacun doit être en conscience de ses influences pour pouvoir échanger avec l'autre. Il y aurait quelque chose à vraiment conscientiser de son propre background pour ensuite pouvoir échanger et conseiller et écouter l'autre. Alors, on continue à aller un petit peu plus loin, aller plus précisément en fait vers mon objet d'étude, et on va sur la modélisation de Lent, à savoir la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire, TSCOP.
La TISCOP, pour certains, vous devez la connaître, elle est basée sur Bandura, la théorie sociale cognitive générale, qui travaille sur le mécanisme complexe d'influence mutuelle qui s'exerce entre les personnes, leurs comportements et leurs environnements. Ça concerne aussi la capacité des personnes donc à s'orienter, à connaître son système d'influence personnelle et environnementale impactant sa propre agentivité. Et puis ça parle de la boucle de rétroaction. Et là, vraiment, on entre dans le cœur de mon travail. Et c'est vraiment ce cycle de développement dynamique de capacité qui, moi, va m'intéresser. En fait, vous voyez, on a en haut à gauche des caractéristiques personnelles. Et puis tout en bas, on va avoir un contexte social. Et puis ça va nous faire réagir de différentes manières par rapport à cette expérience, cet apprentissage. Vous savez, les expériences vicariantes aussi, ça va être quelque chose qui va nous permettre d'augmenter son sentiment d'auto-efficacité. Et puis, tour à tour, en fonction du projet qu'on va avoir, et selon les expériences cuisantes ou une victoire étincelante, eh ben, on va pouvoir, au fur et à mesure, augmenter ses intérêts, viser un petit peu plus haut, et puis avoir des buts un peu plus forts, et puis des actions encore plus hautes, et avoir évidemment des attentes de résultats plus hauts. Ça va faire effectivement cette boucle en fait rétroactive. Et ce qui va m'intéresser en fait, c'est à partir de ce que va faire Loisy et Carossin en 2017, vont en fait un petit peu upgrader la modélisation. Et en fait, elles vont dire, pour développer véritablement l'agentivité, on a à prendre conscience. L'enfant, le jeune, l'adolescent a besoin de prendre conscience pour pouvoir développer au fur et à mesure des intérêts élaborés qui vont impacter des choix de but et qui vont continuer à développer des stratégies élaborées. Stratégies élaborées, ce n'était pas évoqué juste avant. Et donc, pour ça, grâce à ça, en développant cette boucle rétroactive, on développe l'agentivité, ce qu'on nomme l'empowerment. Si on le cite, donc, si je cite, voilà, la notion de pouvoir d'agir, donc ça comprend une capacité à organiser sa vie, à participer à la vie sociale et politique en vue d'une meilleure qualité de vie communautaire. On se rappelle la définition européenne à mon premier slide. Et donc moi, mon objectif en fait dans ma thèse, c'est ce qu'il y a juste en orange. C'est tout petit, mais alors donc l'idée c'est ok, si je suis citoyen, j'ai à choisir moi-même, d'accord. Seulement, dans la boucle rétroactive qu'on a vue, les 2 dernières modélisations, on voit finalement que l'influence, ça va toujours dans un sens, et on va toujours avoir le même sens de la boucle rétroactive. L'agentivité ne serait-elle pas à un moment où, au milieu de cette boucle rétroactive, eh ben moi, je vais venir influencer à mon tour. Moi, à un moment, lors de ce diplôme, eh bien moi, nouveau ingénieur, si vous n'avez pas compris, j'essaye de juste faire référence à la vidéo juste avant, eh ben je vais finir par dire non, cette fois-ci j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire autrement moi. Et je vous le dis, eh ben voilà, ce qu'ils ont fait pour moi, c'est ça, c'est cette boucle rétroactive qui à un moment vient à son tour impacter son contexte, son environnement. Alors, vous voyez, il y a encore des points, des passerelles. Pour en arriver là, effectivement, pour avoir cette influence, pour développer cette agentivité, eh bien, il y a la définition des capacités de l'environnement capacitant. Sen, prix Nobel de l'économie 98, évoque en fait une distinction entre la liberté formelle et la liberté réelle. La liberté formelle serait simplement un adolescent qui utiliserait les ressources dont il aurait à sa disposition. Des parents compréhensifs, des bourses, voilà. Et puis, bon an, mal an, il se dirigerait vers une orientation. La liberté réelle, ce serait, avec un facteur de conversion, transformer ses ressources, internes ou externes, en véritable capacité, pour que, enfin, on puisse agir en tant que citoyen, parce qu'on aura véritablement à choisir nous-mêmes. Sen fait la distinction entre 2 personnes, il donne l'exemple d'un vélo. 2 personnes ont un vélo. Il y en a un qui peut marcher et l'autre qui ne peut pas marcher. Ils ont la même ressource.
Ils ont donc la même liberté. Pour autant, la personne qui ne peut pas l'utiliser, même s'il a ce vélo, a à déployer d'autres formes de capacités, a à utiliser d'autres ressources. Combien ? 5. Je suis large. Comment appliquer cette théorie à l'orientation ? Sen est très vague sur ce que sont les capacités. Il nous dit « la liberté nous rend responsables de nos actes ». On pourrait dire la liberté réelle, si ce que je viens de vous dire est exact. L'hypothèse est donc que le développement des capacités repose sur la construction de la capacité à s'autodéterminer, à faire soi-même son choix. Alors, sur la base des travaux, donc évidemment de Sen, Bonvin-Farvac et Fernagoudé, j'ai repris en fait ce qui a été dit. Et ce qui est intéressant, notamment par rapport à notre activité, nous, de PsyEN, c'est que vous voyez que l'exercice de l'action publique est avant le choix. Après, c'est une zone privée. C'est ce que nous dit en fait Sen. Il nous invite à devenir citoyens, à nous engager véritablement et à exercer nous-mêmes notre propre liberté réelle. Cette liberté réelle, donc vous l'avez compris, il s'agit de mobiliser des ressources internes et externes, d'avoir des facteurs de conversion individuelle, sociale, environnementale, vous en faites partie, pour qu'en fait la personne puisse devenir en capacité de choisir. Alors, j'ai commencé à regarder ce qui avait déjà été fait, comment on pouvait appliquer ça au champ de l'orientation, c'était un petit peu difficile. Sur le champ de la santé, par exemple, on a vu, alors vous voyez, la définition des capacités par Sen, c'est la première colonne, vous avez vu, c'est pas énorme. Puis après, Nussbaum, en 2012, a commencé à détailler. Ruger, sur la capacité de santé, a continué à détailler. Et Barbara Bucchi, en 2014, dans sa thèse, a pu aussi déployer sur sa propre thématique. Je me suis dit, mais je vais faire ça peut-être. La méthodologie, c'est une méthodologie mixte. Alors, nous avons déjà mis en place l'étude qualitative, mais il nous manque encore un établissement pour que je puisse vraiment rendre compte de tous les résultats. Nous avons trois paliers, en fait, 3e, terminale et L3. Nous sommes sur un entretien qui questionne en fait la marge de liberté avec l'utilisation partielle du guide MSCI de McMahon et Patton. Et en ce moment, je suis en train de construire l'étude quantitative sur la base de l'étude exploratoire développée au printemps dernier. Mon objectif, en fait, dans cette thèse, c'est de pouvoir m'imaginer que pour qu'on puisse exercer une liberté réelle, il s'agirait d'être citoyen. Et pour que l'on soit véritablement citoyen, il s'agirait d'être en capacité de prendre véritablement en compte les paramètres, le plus de paramètres possible. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ury-Bronfenbrenner. Alors, j'aurais l'outrecuidance de rajouter un nouveau macrosystème à l'intérieur duquel il y aurait la santé planétaire. Le concept de santé planétaire, M. Guichard l'a évoqué à un moment. Alors, je l'ai traduit, je vous la lis. C'est parvenir au niveau de santé, de bien-être, d'équité le plus élevé possible à l'échelle mondiale, en portant une attention soutenue aux systèmes humains, politiques, économiques et sociaux, qui façonnent l'avenir de l'humanité, et aux systèmes naturels de la Terre, qui fixent les limites environnementales dans lesquelles l'humanité peut s'épanouir en toute sécurité. En termes simples, la santé planétaire est la santé de la civilisation humaine et de l'état des systèmes naturels dont elle dépend. Aussi bien, si nous revenons à cette première slide où je citais M. Guichard, vous vous rappelez l'autre indéterminé. Aujourd'hui, l'autre indéterminé n'est pas que l'être humain. Il ne m'a pas payé, je vous jure. Cet autre indéterminé n'est pas que l'autre être humain. Il est l'autre être vivant sur cette terre. Je vous remercie de votre attention. Merci bien.
Donc, vous avez eu distribué par Lydia des petits papiers pour le vote, et puis l'urne est là, qui n'a rien d'une urne, hein, mais on la passera aussi. Et puis, je vous rappelle les réunions syndicales à partir de 18h dans cet amphi, juste après le vote. Et le dépouillement aura lieu devant huissier dans la salle du bout. Merci beaucoup. Donc, comme c'est 18h, je sens que j'ai vraiment que 15 petites minutes. Je vais respecter le temps. Merci à tous et à toutes d'être restés, hein, parce qu'il est déjà un peu tard. Alors, je me présente, donc, je suis Madame Faucater, je suis psy-EN également. Je travaille sur l'Académie de Bordeaux. Et je vais vous exposer, alors du coup, ça sera... comme dit un célèbre chanteur, un peu plus basique. Ce que je vais présenter, c'est vraiment, du coup, vous raconter un petit peu comment s'est passé mon début de recherche, donc justement quand j'ai commencé ma thèse il y a 2 ans, et les aléas que j'ai pu rencontrer, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me présente à vous pour pouvoir vous présenter un peu les changements et les rebondissements. Alors, du coup, le déroulé sera vraiment une introduction sur le sujet qui concerne vraiment l'orientation des jeunes en lycée professionnel. Je parlerai également donc, de ma première recherche que j'ai pu réaliser en mémoire de recherche à l'INETOP, qui concernait les performances des élèves de classe de seconde professionnelle, qui a amené justement par la suite mon inscription en doctorat donc au CNAM, et où j'ai tenté de me lancer sur les déterminants de l'orientation en souhaitant suivre une cohorte de la classe de la 3e jusqu'aux élèves de terminale professionnelle. Je vous expliquerai du coup comment j'ai été un petit peu mis à mal cette année. Et l'ouverture, justement, suite à ça, parce qu'il faut bien rebondir, je pense que c'est aussi ça la thèse, ça permet à un moment donné de poser des hypothèses, de se poser des questions. Et quand on est confronté au terrain, ce qui est bien, c'est qu'on peut après partir vers d'autres horizons. Alors, en ce qui concerne l'introduction, donc voilà, pourquoi finalement j'ai décidé de traiter le sujet du lycée professionnel. Quand je suis arrivée donc, à l'INETOP, j'avais une sensibilité un peu plus forte sur cette population en ayant travaillé quelques années auparavant en tant que contractuelle. Et j'ai été assez surprise et étonnée qu'on ne nous propose aucun sujet sur le lycée professionnel, justement, dans nos sujets de recherche. Donc j'ai posé la question, on m'a dit si vous voulez, vous pouvez vous en créer un. Et donc j'ai pu travailler avec M. Verquin sur un sujet que donc, j'ai essayé d'élaborer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me questionnais sur le lycée professionnel parce que finalement, c'est M. Gélab qui le dit, que c'est un peu le lieu de tous les paradoxes de l'éducation nationale, du système. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, on va demander à des élèves qui sont souvent le plus en difficulté en classe de 3e, qui ont peut-être les moins bons résultats. Comme on l'a vu, il y a une grosse teinte au niveau social, reproduction sociale, des parents qui sont souvent un peu plus, moins dans la connaissance du système. Et c'est à ces jeunes-là à qui on va demander de faire un choix très précoce d'une orientation, et on en parlait tout à l'heure justement, on parlait des métiers, mais mine de rien, quand le système fait que les professeurs principaux, les parents sont dans l'attente de dire « mais attendez, je m'inquiète, il est en 3e, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Quel métier tu veux faire ?» Et c'est souvent ça qu'on entend, mais il ne sait pas quel métier il veut faire plus tard. Ce à quoi je réponds, et je pense que beaucoup d'entre vous répondent, c'est pas trop grave, on a encore le temps d'y réfléchir. En revanche, voilà, c'est quand même cette population-là qui est pour moi le plus démunie, qui a peut-être le moins, ou en tout cas c'est ce qu'on pense, la moins de capacité pour pouvoir élaborer, rationaliser un petit peu. Et c'est à eux à qui on va demander de faire un choix et qui les engage, parce qu'à cet âge-là, en fait, tout choix pour eux est irréversible. Donc d'autant plus, voilà, donc en choisissant et en continuant de vouloir travailler sur cette notion-là, justement en étant en cours, on a parlé de la notion avec Madame Delphi, de tout ce qui est dominant-dominé. Il y a un livre qui est paru par le CEREC, justement avec Fabienne Maillard, qui parle « Le bac professionnel est-il un bac comme les autres ?» Finalement, de se poser la question, moi ça m'a interrogée, je me suis dit mais pourquoi finalement est-ce qu'on parle, est-ce que le bac technologique c'est un bac comme les autres? Non, le bac général, est-ce que c'est un bac comme les autres? On ne poserait pas la question. En revanche, pourquoi est-ce qu'on se pose la question, est-ce que le bac pro, est-ce un bac comme les autres? On a envie de dire, oui, c'est un bac, et il est professionnel. Donc il y a toute cette notion qui peut être introduite de dominant-dominé, et qu'on retrouve justement dans le discours de nos élèves, qui vont dire, voilà, j'ai pas les notes qui sont suffisantes, donc on va m'orienter vers le lycée professionnel. Les parents, les profs vont dire, mais non, ne t'imagine pas pouvoir suivre en seconde générale et technologique, donc tu iras en seconde professionnelle. Et c'est souvent des élèves à qui on va demander au second trimestre de justement dire, où est-ce que tu veux aller,
Certains vont dire, bah, moi je veux faire la seconde générale. Ah bah non, en fait, non, stop. Tous tes rêves s'arrêtent ici. On va te demander de choisir maintenant, donc en l'espace de 3 mois, une formation. Et souvent, on se retrouve, j'ai pu assister à ça, des professeurs principaux qui donnent la liste, moi à l'époque, de l'ONICEP. Donc si maintenant il y a, dans certaines régions, voilà, on a des petits fascicules, et on va donner la liste. On va dire, bah, tu choisis. Que font les élèves principalement? Ils vont choisir un lycée professionnel qui est proche de chez eux pour pouvoir continuer à pouvoir côtoyer leurs amis, où ça ne va pas leur demander aussi une capacité, une adaptation supplémentaire. Déjà qu'ils sont obligés d'accepter l'idée de passer en seconde professionnelle. Donc si en plus on leur demande d'aller prendre le train pendant 1 heure, c'est compliqué. Donc tout ça, je vais faire rapide quand même. Donc du coup, le sujet du lycée professionnel est d'autant plus d'actualité. Donc quand j'ai commencé l'INETOP, donc c'est pas il y a très longtemps non plus, on avait le lancement de la réforme du lycée professionnel. Aujourd'hui, on a une nouvelle réforme qui se met en place. Donc il y a des réformes et des réformes et des réformes. Et nous avons, c'est Madame Caillouette qui disait ça, c'était, mais ils ont tout intérêt finalement, ces jeunes, ils ont le poids de la réussite parce que l'État investit énormément dans cette filière. Alors c'est un investissement, je ne sais pas si je peux me permettre, mais voilà, c'est un investissement qui n'est peut-être pas non plus fait à bon escient, mais en tout cas, il y a de l'argent qui est mis en place, il y a du temps qui est mis en place, et on a M. Macron qui est venu parler justement au Ponte, là, du coup, à la Sorbonne, et on parle vraiment du lycée professionnel. Donc j'ai pu écouter son discours, et en fait, il a pu mentionner plus de 17 fois le mot orientation. Donc je me suis dit, mais c'est super, voilà, on s'intéresse à l'orientation quand on parle de voie professionnelle, et à aucun moment, le Psy-EN est sorti. Donc, je ne sais pas si c'est que nous existons et que nous pouvons également accompagner les jeunes dans la voie professionnelle. Quand on parlait tout à l'heure des métiers, donc justement, c'est la première remarque que je m'étais faite quand j'ai commencé mon mémoire, c'était que je côtoyais de plus en plus de jeunes qui voulaient être décorateurs d'intérieur, architectes d'intérieur. Moi, je veux faire pâtissier, je veux faire boulanger. Voilà, on avait donc agent immobilier. Je me suis dit, mais en fait, il faudrait vraiment développer des émissions de télé sur toutes les filières où on en manque de personnes. Donc, je vais essayer de proposer ça à M6, mais je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Mais voilà, mais c'est l'idée justement quand on parle de la projection, la représentation. C'est vrai que ce n'est pas uniquement au sein de la famille qu'on peut se projeter, mais c'est dans les émissions télé, des choses qui peuvent nous parler et qui peuvent sublimer un petit peu des métiers qui sont pourtant très difficiles. C'est-à-dire qu'après, on confronte les jeunes à l'idée de leur dire « mais tu sais que boulanger, il faut se lever tôt le matin aussi, c'est pas comme à la télé ». Donc tout ça pour vous dire que j'ai commencé une première étude qui était sur l'influence du choix et du non-choix d'orientation vers le lycée professionnel sur les performances des élèves de seconde professionnelle. Alors j'avoue, il n'est pas là donc ça, mais avec M. Verquin, il était très tourné vers la performance. Moi, j'étais un petit peu, tout ce qui est évaluation, les notes, c'est pas trop mon dada. Mais je dis OK, donc on a dû négocier. Donc on restait pour l'évaluation des performances sur les notes, mais j'ai ajouté également pour moi tout ce qui est performance en lycée professionnel sur la notion de bien-être. J'ai pu recueillir donc une population de 280 élèves sur 3 lycées de l'Académie de Créteil, et j'avais donc une bonne représentation au niveau du tertiaire et de l'industriel. Donc ça, c'est une étude qui s'est très bien passée. J'ai eu... on a quelques résultats intéressants, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. On s'est rendu compte, mais comme on pouvait s'en douter, c'est-à-dire que les élèves qui disent avoir subi leur orientation ressentaient un mal-être plus important au sein de leur formation. Également, les élèves qui étaient dans les filières industrielles avaient des moins bons résultats que les élèves qui étaient dans le tertiaire. Et on avait également, ça c'est quelque chose qui m'a bien marqué, c'était que je leur avais posé la question, est-ce qu'ils se rappelaient des vœux qu'ils avaient formulés en classe de 3e, parce que c'était des élèves qui étaient en seconde professionnelle, je les ai interrogés au second semestre. Et j'avais vu que 25% des élèves qui ont été capables de me citer les 2 ou 3 vœux qu'ils avaient formulés. Donc tout ça pour vous dire, je me suis dit, mais en fait oui, c'est-à-dire que finalement, à partir du moment où ils sont intégrés dans une filière, on met de côté, on oublie un petit peu ce qui a été fait avant, parce qu'ils se projettent dans l'avenir. Et ce qui est bien, c'est que justement, c'est ce qu'on remarque dans le lycée professionnel, on a des élèves qui ont une estime de soi qui augmente, qui s'investissent dans la formation, et certains ont en tête l'idée de dire, mais oui, c'est le bac qui ne me plaît pas spécialement, mais c'est pas grave, au moins j'aurai un bac, et après je pourrais faire autre chose qui me plaît. Là pareil, on reste dans le principe de réalité. Ça, c'est un travail qu'on peut faire aussi avec eux. Mais au moins, ils ont cette notion de se dire, j'ai mon bac, j'assume ces 3 ans, et puis après, on verra.
Les 3 résultats phares qui m'ont poussé finalement à me lancer dans la thèse, c'est qu'on a pu constater que les performances scolaires étaient similaires au second semestre pour les élèves qui avaient dit avoir subi leur orientation et ceux qui avaient dit avoir choisi leur orientation. Donc toute cette capacité d'adaptation finalement ont montré qu'après un début difficile, je pense une accroche qui a dû se faire, les résultats se sont montrés similaires. Dans la deuxième position, c'était là, donc là c'est intéressant par rapport à ce que vient de me dire ma collègue, c'est que finalement les performances étaient moindres pour les élèves dont c'est le père seul qui avait décidé de l'orientation de son fils. Donc là, moi, ça m'avait évoqué un petit peu tout ce qui est la reviviscence, je ne sais pas comment on peut dire, du complexe d'Oedipe qui peut exister. Et la troisième chose, c'était que les jeunes filles dont la mère avait choisi seule l'orientation en voie professionnelle, elles avaient donc une note ou voilà, une évaluation qui était plus élevée au niveau du bien-être. Donc tout cela avec cette bonne... voilà, j'étais très optimiste, je me suis dit super, continuons, voilà, hop, je m'inscris en thèse. Et je décide, et là je m'égare fortement. C'est-à-dire que j'ai décidé, parce que je m'intéresse fortement à la formation professionnelle, pas uniquement au lycée, même pour les adultes. Et je me rendais compte qu'elle est très valorisée pour les adultes quand on parle de reconversion professionnelle, de formation tout au long de la vie. C'est quelque chose qui est valorisé. En revanche, quand on parle pour un élève qui est en 3e, qu'il va aller en seconde professionnelle, là c'est beaucoup moins valorisé. Donc je me suis... donc je vais faire si vite. Donc bref, donc du coup, je suis passée de ça. Donc je me suis dit, ça fait beaucoup trop de données à traiter, parce que je voulais traiter le Maroc et la France. Tout ça pour arriver du coup à rester sur les déterminismes de l'orientation. Et je comptais suivre une cohorte de la classe de 3e jusqu'à la terminale. Et c'est là où j'ai eu un petit souci. C'est-à-dire que j'ai pu participer grâce à l'INETOP avec l'OPIO à envoyer mon expérimentation. Donc normalement, l'ensemble des CIO l'avaient reçue et donc l'ensemble de mes collègues, vous auriez pu y participer. Donc j'ai eu 7 psy-EN qui m'ont répondu et je les remercie fortement sur l'ensemble. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu des gros problèmes de communication, que les choses ne sont pas arrivées jusqu'à tous les psy-EN. Donc en fait, donc sur les 7 psy-EN, j'en avais calculé, j'aurais pu avoir 525 élèves, ce qui aurait été une bonne base quand même, sachant que c'était une suite cohorte et qu'on dit le nombre d'élèves diminue au fur et à mesure au niveau des années. Et au final, j'ai eu que 138, mais c'est déjà très bien, 138 questionnaires de remplis. Pour aller très rapidement, parce que du coup, c'est que 138 questionnaires, donc on ne peut pas non plus faire une analyse statistique importante avec un nombre aussi peu. Ce qui est quand même une note important, c'est que finalement, on a 43% des élèves qui ont choisi seuls leur orientation en fin de 3e, et on a 37% qui l'ont fait avec leur famille. L'autre chose, c'est que finalement, pour 60% des élèves, ils vont voir leur professeur principal qui est le référent pour eux de l'orientation, comme le citait justement le rapport de thématique de l'inspection de 2020. Les psychologues d'éducation nationale, il y a 30% et personne, 25%. Alors, est-ce qu'ils sont partis nous rencontrer ? Bon, et ben là, on n'a que 27% qui avaient rencontré le ou la psychologue d'éducation nationale, mais le taux de satisfaction est de 63%. Dans le questionnaire, ils disent qu'ils venaient surtout rechercher de l'information. Et l'autre source d'information était Internet. Je les ai questionnés également sur les émotions qu'ils pouvaient ressentir quand on évoquait le choix. La réponse principale a été impassive, c'est-à-dire qu'ils ne ressentaient aucune émotion. Voilà, c'était on doit faire un choix, c'est comme ça. Et d'autres, on avait quand même qui ressortait, c'était l'inquiétude, de l'angoisse. Voilà. Donc c'est quand même, on se rend compte que pour ces élèves de 3e, ce palier d'orientation, le premier, joue quelque chose. Au niveau émotion, je pense qu'il y a quand même quelque chose à aller creuser. Alors du coup, vu ces résultats-là, donc avec 138 questionnaires, je ne me voyais pas me lancer jusqu'en terminale, parce que je pense que sinon j'aurais fini avec un entretien, en commençant par du quantitatif, j'aurais fini avec 2 entretiens qualitatifs. Donc du coup, voilà, je change complètement de direction aujourd'hui. Je me questionne finalement sur le taux de participation des psy-EN, et je n'incrimine pas du tout les psy-EN, mais c'est surtout sur ma façon, ma méthodologie. Au lieu de vouloir centrer sur France entière, je vais me concentrer peut-être uniquement sur une académie, donc Bordeaux, d'où je viens. Je vais peut-être me centrer uniquement pour les établissements qui participent au dispositif Avenir Pro, en me disant que voilà, le chef d'établissement côtoie et envisage vraiment de la réflexion sur l'insertion et la réussite des élèves. Donc j'ai eu des soucis avec RGPD également, parce que du coup, il y a beaucoup de parents qui ont refusé que je puisse interroger leur enfant. Voilà, donc sur les 524, j'en ai que 138, parce que, et même mes collègues m'ont dit, mais on ne comprend pas.
beaucoup de parents ne veulent pas participer à cette enquête. Donc tout ça, ça me questionne sur la méthodologie que je vais mettre en place. Aujourd'hui, donc comme ça je conclus, hein, je souhaite vraiment pouvoir continuer à travailler sur le lycée professionnel. J'ai une optique un peu plus systémique, c'est-à-dire que je souhaite, systémique et un peu plus orientée vers les politiques éducatives. C'est-à-dire vraiment je souhaite réfléchir un peu aux interactions qu'il y a entre le chef d'établissement, le prof principal, les professeurs, les parents bien sûr et l'élève, et un peu nous mettre, nous, psy-UN, comme si on était un peu un œil extérieur à ce système, même si on fait partie prenante du système. Et j'aimerais bien réfléchir à vraiment, finalement, qu'est-ce qu'une orientation réussie au lycée professionnel pour chacun des acteurs de l'orientation. Désolée pour le retard, mais merci beaucoup. Non, vous êtes dans les temps. Merci. Donc, merci à vous trois de nous avoir présenté les travaux et puis les difficultés que génèrent des travaux de recherche. Donc, le principe est simple. 1, 2, 3 dans l'ordre de présentation. Et puis, on va passer prendre les bulletins. Juste quand même, par rapport au lycée professionnel, l'humeur de Jean-Paul Delahaye ce matin dans Le Monde repris dans le café pédagogique, je vous invite à la lire sur l'absence de réaction tant qu'à la ça marche plus? Si. Tant qu'à l'absence de réaction du corps professoral, en gros, hein, sur la réforme du lycée professionnel et ce qui est en train de se passer au niveau du lycée professionnel. Et c'est intéressant, je pense, dans notre pratique aussi. Merci. Et donc, votation et puis les réunions syndicales à partir de maintenant à suivre.